Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Lancez-vous dans la grande aventure de l'entreprise, comme tous les dimanches avec Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. On parle de quoi aujourd'hui ? On va commencer par la saga des galettes Saint-Michel et puis notre grand témoin Frédéric Lavenir, président de l'ADIC, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Nous le recevons à l'occasion du 15e anniversaire de la création du régime d'auto-entrepreneur. Et puis dernière chronique, lutter contre le présentéisme et l'absentéisme. Quelles sont les causes et les solutions à ces fléaux qui touchent les entreprises ? Eh bien, on va en parler. Mais avant ça, on commence en partenariat, comme chaque dimanche, avec le magazine Entreprendre, à plonger dans l'histoire gourmande d'une marque française qui est assez connue, qui est emblématique. C'est un peu, une galette de Proust, on va le dire comme ça. Ce sont les galettes Saint-Michel. Thomas, comment tout a commencé pour cette entreprise normande ? Jean-Marie, tout débute en 1905 dans un petit village de la baie du Mont-Saint-Michel. Un boulanger du nom de Joseph Grélier crée une recette simple mais savoureuse, une galette dorée au beurre. Il la nomme la galette de Saint-Michel. En hommage à sa région, il commence par la vendre à ses clients locaux, mais rapidement, elle fait parler d'elle au-delà du village. Les touristes de passage en raffolent et en quelques années, la galette devient incontournable. Allez, qu'est-ce qui fait le succès de cette petite galette ? L'histoire de son succès repose sur plusieurs ingrédients clés. D'abord, la qualité des matières premières. Joseph Grélier a utilisé exclusivement du beurre et des œufs de ferme, des produits locaux. Ça aide pour que ce soit meilleur. Absolument. Et ensuite, la simplicité. Contrairement à d'autres biscuits de l'époque, la galette Saint-Michel n'était pas surchargée de sucre ou d'artifice, juste du bon goût authentique. Enfin, il y a eu une innovation qui a tout changé, la conservation dans des boîtes en métal qui permettait de garder les galettes croquantes plus longtemps et donc de les vendre partout en France. Bon, tout ça c'était il y a 119 ans. J'imagine que la marque a évolué depuis. Oui, elle a su s'adapter à son temps. D'abord, dans les années 70, Saint-Michel s'industrialise pour répondre à la demande tout en cherchant à conserver son savoir-faire artisanal. Elle innove avec d'autres produits phares comme les madeleines et les biscuits bio. Aujourd'hui, Saint-Michel est une entreprise engagée dans le local et le durable avec des ingrédients 100% français et sans huile de palme. Mais une chose reste inchangée, ce goût authentique qui fait le bonheur des petits et des grands depuis plus d'un siècle. Ça y est, vous nous avez donné faim, évidemment. Merci beaucoup Thomas Binet. Tout de suite, on accueille votre invité Frédéric Lavenir, président de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Bienvenue à vous sur Sud Radio. L'ADI accompagne des créateurs sans argent, sans formation à s'installer. Elle les finance et elle leur apporte même des conseils et elle les suit. Vous êtes Frédéric Lavenir, l'invité de Thomas Binet. Bonjour. Bonjour à vous. Alors on va s'intéresser effectivement dans un instant au régime de l'auto-entrepreneur, mais en quelques mots, Jean-Marie vient déjà de développer l'acronyme et de donner les grands éléments de l'ADI, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'elle a dit, comment elle fonctionne, qui peut avoir recours à l'aide, les trois questions, et comment se mettre en relation avec vous, parce que c'est plus important pour ceux qui nous écoutent aussi. Alors l'ADI, c'est une association qui a été créée il y a 35 ans maintenant par une femme exceptionnelle qui s'appelait Maria Novak. Oui. Et qui s'est donné pour mission, depuis l'origine, de faire en sorte que personne ne soit empêché de créer son propre emploi, que ce soit par des obstacles financiers, administratifs, juridiques, culturels, etc. Et donc aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, nous accueillons, nous accompagnons dans la construction de leurs projets, nous finançons et puis nous formons et nous accompagnons des créateurs d'entreprises qui n'ont pas accès au crédit bancaire et qui trouvent chez nous à la fois cet accueil et ce financement. Alors justement, le financement, il y a des limites ou il n'y a pas de limites ? Alors le financement, ce sont de petits projets puisque nous finançons jusqu'à 12 000 euros. D'accord. Et ça commence à quelques centaines d'euros pour des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et je réponds à votre première question, qui viennent chez nous soit par le bouche à oreille, parce qu'ils ont entendu parler de nous par un ami, par un membre de la famille, soit à travers notre site adi.org qui donne toutes les informations et qui permet d'accéder à nos services, soit par des partenaires comme par exemple France Travail avec qui nous travaillons depuis très longtemps et qui recommande à certains demandeurs d'emploi par exemple de venir chez nous, ou avec des associations locales sportives d'alphabétisation, d'accueil de migrants, de réinsertion qui orientent chez nous les personnes qui s'adressent à elles. Et puis dorénavant, parce qu'ils vous auront entendu dans Osez entreprendre sur Sud Radio. Et j'en suis ravi. Frédéric Lavenir, on va définir, c'est quoi d'abord une micro-entreprise pour nos auditeurs ? Une micro-entreprise, c'est d'abord une entreprise comme les autres. C'est un projet, c'est une personne, un homme ou une femme qui a une idée, un rêve, une envie, un savoir-faire et qui crée son activité, qui l'a créée. Alors c'est ça la micro-entreprise, sous un régime particulier qui a été créé il y a maintenant 15 ans. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Tout à fait. Et qui a comme caractéristique d'être ultra simple, c'est-à-dire qu'on s'y matricule et que ensuite les charges administratives sont vraiment réduites
au minimum, ce qui permet de créer son activité de manière rapide, simple, et pour des gens qui n'ont pas de connaissances particulières. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de statut juridique style SARL, SAS ou toute autre forme juridique. C'est très simple. Voilà. Ça avait été créé par Hervé Novelli, l'ancien ministre. On est d'accord. Tout à fait. Mais il y a des plafonds en revanche à respecter sur tant la vente de marchandises que la prestation de services en fonction de l'activité que l'on adopte. Oui, absolument, puisque micro-entreprise, on voit bien, il s'agit de très petites entreprises qui se créent soit dans un premier temps pour ensuite grossir et se développer, soit, on en parlera peut-être dans la suite de cet échange, pour rester à un niveau modeste, mais qui effectivement doivent respecter des seuils au-delà desquels ils rentrent dans le droit commun de l'entreprise. Et ces seuils sont différents selon qu'on est en prestation de service, c'est-à-dire qu'on vend simplement son savoir-faire et son activité, où là il y a un seuil de 77 700 €, qui est un seuil, on ne sait pas pourquoi c'est pas 80 000, mais enfin c'est ça. Ça c'est pour la prestation de service. Pour la prestation de service, et pour la vente de marchandises, c'est-à-dire le commerce, quand vous achetez pour revendre, un seuil qui est plus élevé, qui est de 188 700 €, puisque évidemment le chiffre d'affaires inclut la valeur des marchandises achetées pour revente. Alors, il y a eu plus d'1 million d'entreprises créées en 2023, et le chiffre quand même est assez frappant. Parmi ce million, il y a 60% qui sont des auto-entrepreneurs. Donc on est bien conscient que ce qui était une idée il y a 15 ans est devenu majoritaire en France. C'est devenu, je dirais presque une habitude de tous les Français, ou presque, connaissent la micro-entreprise. Tout le monde a dans sa famille, parmi ses amis, ses connaissances, quelqu'un qui est micro-entrepreneur. Quelquefois on ne le sait pas, mais c'est précisément la simplicité de création qui ouvre la porte de la création d'entreprise à des personnes qui autrement et autrefois n'auraient pas créé leur activité. Ça aurait été bien dommage. Et il y a un tiers quand même, donnons des chiffres, c'est important pour ceux qui nous écoutent, qui découvrent ce statut, il y a un tiers des micro-entrepreneurs qui sont également des salariés, donc qui font ça en plus de leur travail principal. Oui. Pour quelle motivation d'après vous ? Alors on appelle ça des slashers. Je vais juste me permettre de vous reprendre un tout petit peu, une fois n'est pas coutume. Il arrive bien souvent que ce soit le travail salarié qui soit le complément du travail indépendant. À voir aussi comme ça, parce que pour beaucoup de personnes que nous rencontrons, de créateurs d'entreprises, en réalité, leur énergie, leur implication personnelle est beaucoup plus dans leur projet d'entreprise, et ils conservent un emploi salarié pour compléter leurs revenus, pour s'assurer, on y reviendra peut-être, une protection sociale que la situation de travail indépendant dans notre système aujourd'hui n'assure pas de manière satisfaisante. Mais pour beaucoup de personnes que nous rencontrons, que nous accompagnons et que nous finançons, l'activité principale, c'est l'activité indépendante. Oui, et puis ce qu'il faut dire aussi quand même, c'est, contrairement aux idées reçues, une micro-entreprise, c'est pas une micro-clientèle au sens petite. Il y a quand même, on va donner quelques chiffres, en moyenne c'est quand même 48 clients pour une micro-entreprise, et même 28% quand même de ces micro-entreprises ont plus de 100 clients. Donc c'est une véritable activité et c'est vraiment installé. Mais complètement. D'ailleurs, parmi les créations d'entreprises, beaucoup sont des commerces, par exemple. Quand vous ouvrez une boutique ou quand vous avez un stand sur un étal sur un marché, les clients qui passent sont vos clients, et effectivement, ils peuvent être plusieurs dizaines, plusieurs centaines, absolument. Et on va parler aussi des secteurs d'activité pour en terminer notre échange de ce dimanche matin. 28% sont les prestataires de services, 19% c'est du commerce sédentaire et 10% du commerce ambulant. Donc on voit que ça se répartit assez intelligemment, en fait, d'ailleurs à l'image peut-être du business traditionnel. Mais oui, il y a une diversité incroyable, et les quelques catégories que vous donnez, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, ne sont qu'un échantillon. Il y a des agriculteurs, il y a des artisans, et à l'intérieur de chacune de ces catégories, une multiplicité d'idées, au-delà même de ce que tous les deux aujourd'hui, même en une heure, on pourrait imaginer, tellement c'est varié, tellement c'est créatif. Et tellement c'est admirable, parce qu'au fond, ce que ça provoque, tout ça, c'est beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de reconnaissance à ces gens qui créent de la valeur dans les territoires pour améliorer la vie de chacun et pas seulement leur propre vie. Merci à vous. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle, Frédéric Lavenir, que vous êtes le président de l'ADI. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on va parler des deux fléaux qui touchent de nombreuses entreprises, le présentéisme et l'absentéisme. Comment les identifier, comment les combattre avec Thomas. Alors Thomas, pourquoi ces deux phénomènes sont si répandus ? Eh bien Jean-Marie, le présentéisme et l'absentéisme sont deux faces d'une même pièce, le mal-être au travail. L'absentéisme, c'est le symptôme le plus visible évidemment, avec des salariés qui s'absentent régulièrement. Les causes peuvent être variées, le stress, la surcharge de travail ou
encore des problèmes de santé. D'un autre côté, le présentéisme est plus insidieux. Le salarié est physiquement présent, mais son esprit, lui, est ailleurs. On reste tard au bureau pour faire bonne figure, mais sans réelle productivité. Cela peut être dû à un manque de motivation, un management mal adapté, ou simplement l'impression de devoir être visible pour être valorisé. Alors si je comprends bien, ces comportements traduisent aussi un problème de fond. On a des solutions ou pas? Oui, tout commence par la qualité de vie au travail. Les managers jouent un rôle clé évidemment dans cette situation. Il faut d'abord favoriser un climat de confiance et d'écoute, des entretiens réguliers, non seulement sur la performance, mais aussi sur le bien-être, permettant d'identifier des signes avant-coureurs. Ensuite, l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle est crucial. Encourager des horaires flexibles, promouvoir le télétravail quand c'est possible, et même si la tendance d'ailleurs est à reconsidérer la question, et valoriser les résultats plus que la présence physique, ça changera tout. Il ne faut pas non plus négliger la formation des managers pour détecter et prévenir ces situations. Bon, en gros, c'est un changement de culture qu'il faut. Oui, complètement. En mettant en place d'abord des solutions adaptées, on peut lutter contre ces fléaux. C'est gagnant-gagnant pour l'entreprise, mais aussi pour les salariés qui retrouvent un véritable équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et par conséquence une meilleure productivité. Bon, écoutez, merci pour ces conseils Thomas Binet. Restez dans les parages, on vous retrouve dans un instant. Maintenant qu'on a entrepris, on va investir dans les forêts. À tout de suite.